Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire dans le monde du baseball, analyse en compagnie de Marc Griffin. Les deux premiers sujets qu'on va aborder aujourd'hui sortent un peu de l'actualité quotidienne, quoique le premier, on en a parlé au cours de la dernière semaine. Marc, ça touche les substances qu'utiliseraient, et là je parle au conditionnel, qu'utiliseraient les lanceurs pour avoir une meilleure poigne sur la balle, ce qui augmenterait le nombre de révolutions, qu'on appelle de rotation de la balle, dans sa trajectoire entre la main du lanceur et le frappeur, ce qui fait en sorte que, bon, les balles bougent plus, arrivent peut-être plus vite, plus difficile à discerner pour les frappeurs. Bref, le baseball majeur veut s'occuper de ça. Je veux que tu nous dises un peu, techniquement, bon, ce que ça aide, ce que ça donne aux lanceurs. Puis, j'ai une autre question, mais je la rajouterai après ton commentaire là-dessus, là, sur le plan technique. Là, oui, il y a des chiffres qui disent qu'il n'y a plus de rotation, mais en quoi ça consiste, premièrement, l'utilisation de ces substances-là? Là? Bon. Écoute, Alain, ça fait longtemps que tu suis le baseball. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une époque où tu n'as pas entendu parler que des joueurs utilisent des substances X, on va jusqu'à des lames, même il y a des lames de rasoir lorsqu'on lançait des balles papillons, tu as des limes à ongles, tu as toutes sortes de choses qui font bouger la balle, c'est rien, honnêtement, là, c'est rien de nouveau de ce qui se passe en ce moment. Puis j'ai l'impression qu'on cherche tellement à faire en sorte qu'on veut plus de balles en jeu, qu'on essaie de trouver un coupable quelque part. Et là, en ce moment, ben, on commence à se concentrer sur les substances. C'est sûr que j'ai pas de pourcentage pour vous, là, mais c'est sûr qu'un très haut pourcentage qui utilise quelque chose qui aide peut-être à avoir une meilleure poigne, si vous voulez, là, sur la balle au niveau des lanceurs. Là, on dit, tu parlais de rotation, mais je suis pas mal sûr que si on avait la technologie en 70-80, on aurait aussi des gars qui avaient des balles courbes assez impressionnantes ou pas mal sûr qu'il y aurait des rotations qui ressembleraient à ce qu'on voit aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer, on est capable de trouver des façons de faire, et tant mieux parce que ceux qui étudient cette façon de faire-là, et là, je ne parle même pas de substance, c'est ceux qui étudient, ceux qui sont en mesure de faire travailler la balle davantage, c'est comme si on les pénalise actuellement. Moi, je trouve que je t'ai donné un coup d'épée dans l'eau, comme frappeur, là, moi, je vais vous le dire, comme frappeur, là, j'aimais bien mieux savoir que le lanceur avait une bonne prise sur la balle que l'inverse. Tu sais, imagine-toi aujourd'hui avec les forces avec lesquelles on lance, et tu te retrouves avec des gars qui disent, sais-tu quoi, là, j'ai chaud, je transpire, j'ai de la petite résine qu'on met, petit sac de résine qu'on met sur près du monticule, là. Je la sens pas, mais je lance quand même 96, mais je la sens pas quand elle sort de ma main. Fait que tu comprends que moi, j'aime mieux, comme frappeur, qu'il ait un contrôle sur la situation. Euh, Puis ça va, je vais pouvoir me sentir un peu plus en confiance, malgré que tu lances 96 000 à l'heure. Donc, fait que ce que je veux dire par là, c'est comment peux-tu vraiment mesurer, Alain, une forme de substance X, Y, Z lorsqu'un lanceur va lancer la balle. La balle va arriver dans la mythe du receveur. Là, est-ce que la mythe du receveur avait une petite substance? Est-ce que la balle, c'était une balle fausse qui a touché la manche du bâton? Je sais que Trevor Bauer en a parlé aussi de ça. Je ne sais pas comment on va pouvoir mesurer ça ou s'il y a vraiment des substances sur une balle. Mais honnêtement, là, je pense pas qu'on attaque présentement la meilleure, en tout cas, c'est la meilleure chose pour contrer l'avantage que les lanceurs ont sur les frappeurs. Bon, ben, la question que je vais te poser, tu en as parlé, Marc. Toi, effectivement, ces substances-là, ça peut aider le lanceur à avoir un meilleur contrôle, tu n'as rien contre, là. Et je pense pas que les substances utilisées juste, ont le but de tricher, entre guillemets. Tricher, c'est-à-dire appliquer une substance sur la balle pour la faire tomber d'une façon. Ça s'est déjà fait. Ça a déjà été légal, là, juste vous dire ça en passant. Là. On a banni ces tirs-là il y a 100 ans en permettant à ceux qui le faisaient de continuer de le faire jusqu'à la fin de leur carrière. Donc, jusqu'à dans les années 30, il y en a Burley Grimes, c'était le dernier, là. Lui, c'était de la salive qu'il appliquait sur la balle. On peut se poser des questions sur la pertinence sanitaire de frapper une balle qui a de la salive dessus, surtout de ce temps-ci. Mais ça, c'est une autre paire de manches. On a Mike Scott, ça, c'est dans les années 80, qui avait les ongles un petit peu longs, accrochait la balle de temps en temps, sauf qu'il semblait l'accrocher pas mal à la même place tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que, et là, je te relance là-dessus, c'est qu'il y a des données qui semblent
démontrer qu'effectivement, la rotation est supérieure à ce qu'on a vu ces dernières années. Mais la question que je te repose là-dessus, et sur le plan technique, est-ce que ça peut être strictement lié à une meilleure étude, à une meilleure technique et à une plus grande vélocité moyenne? Puis ça c'est établi, là. Alain, ça fait 11 ans que la moyenne au bâton, là, je sais que la moyenne au bâton perd un peu de sa valeur, mais ça fait quand même 11 ans que la moyenne au bâton diminue là, dans le baseball. Mhm, Petit à petit, là, cette année, on est effectivement dans une année où les lanceurs dominent en ce début de saison. Donc, c'est pas d'hier tout ça, là, ce que je veux dire avec ça. Puis, oui, tu as raison de dire que la technologie présentement a avantagé les lanceurs vis-à-vis les frappeurs. Bon, les lanceurs ont toujours cherché une manière de faire bouger la balle. Les prises de balle sont différentes, on le sait. Il y a toujours, bon. Mais là, avec la technologie que tu as mentionnée, où on est capable bon, de mesurer ces rotations-là, de faire en sorte que les lanceurs, les frappeurs, eux, ce qu'ils ont eu, ils ont eu une vitesse lorsque la balle quitte le bâton. Mais ça ne veut pas dire que je peux amener mes mains à la bonne place dans la zone de contact lorsque la balle bouge. Donc, je pense que la technologie a aidé davantage les lanceurs que les frappeurs actuellement dans cette ère-là de technologie. Mais encore une fois, là, je ferais, tu sais, puis soyez, croyez, c'est-à-dire, comprenez-moi bien, OK? Si un gars arrive comme, par exemple, c'est-tu Michael Pineda qui, à un moment donné, qui s'était mis oui, du pipe exact. tar dans le cou? Ça, là, c'est pas subtil. Là, je peux comprendre. Puis, je veux dire, il y a des choses, à un moment donné, il ne faut pas que ça soit d'une évidence même. Là. Mais dans ce cas-ci, je pense, laissons le temps aux frappeurs de s'ajuster au cours des prochaines années. Là. Je sais que ça fait un petit bout de temps là, que les lanceurs dominent. Mais je crois encore, moi, que les frappeurs qui sont tellement meilleurs qu'ils étaient il y a déjà 15 ans vont être capables à un moment donné d'arriver à bout de ça. Je ne vous dis pas qu'on va retourner avec des 12, 15, 20 gars qui vont frapper 60 circuits. C'est pas ça que je dis du tout. Ce qu'on recherche, c'est des gars qui mettent des balles en jeu. Donc, avec une philosophie un petit peu plus axée sur le contact, avec des données peut-être un peu différentes qui vont permettre aux frappeurs, si on a une vraie zone de prise éventuellement avec une approche peut-être un petit peu plus sur les premiers lancers alors que le lanceur veut prendre les devants. Il Mhm. y a des façons de faire pour que les frappeurs mettent cette balle en jeu-là davantage avant de commencer à aller gratter vraiment sur une balle. Est-ce que tu as mis un petit peu de vaseline? As-tu mis un petit peu du WD-40? Je ne sais pas, n'importe quoi qui fait que la balle, elle bouge. T'sais, encore une fois, là, je ne suis pas pour que tu mettes toute la substance que tu veux sur une balle. Je veux dire que les lanceurs ont peut-être trouvé une manière de travailler cette balle davantage-là. Puis comme j'ai mentionné, c'est que là, ça punit si on doute des substances ou on doute. Si quelqu'un arrive et développe une balle courbe avec une rotation phénoménale, sachant qu'il ne prend pas de substance, ben, est-ce qu'on va toujours douter que? C'est comme si dans les années 90, aussitôt que tu frappais une balle à 500 pieds, écoute, il prend-tu des stéroïdes lui aussi? Tu sais, à un moment donné, faut éviter tout ça. Là. Ouais, et je veux juste apporter un bémol sur la baisse de l'attaque. Oui, le MPP est plus bas un peu. Ça commence à augmenter tranquillement. Ça va continuer probablement avec là, l'été qui s'en vient, puis la chaleur qui Exact. généralement aide la balle à voyager un peu plus. Parce que Marc, je m'excuse, les moyens de points mérités là, sont, je veux dire, les bonnes équipes ont encore des moyennes près de 4. Là, ça veut dire qu'ils se marquent en moyenne 9 points par match. C'est pas comme s'il y a personne qui venait croiser le marbre présentement. Là, c'est peut-être la façon dont le match est joué là, qu'on voudrait modifier, qu'il y ait plus d'action sur le terrain. C'est parce que les points sont marqués de façon différente. C'est pas parce qu'il n'y a pas de points qui se marquent. Là. Tu as tellement raison. Je pense que les gens se fient peut-être un petit peu tôt aux Yankees qui, eux, ont de la misère à marquer des points Bon, actuellement, puis on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, le nombre de points par match, les moyennes de points mérités, oui, il y a un, deux, trois lanceurs qui excellent, mais si tu regardes globalement, on marque des points dans le baseball actuellement. Là. ouais. Tout à fait. Écoute, j'ai hâte de voir quelles seront les répercussions de ces examens plus approfondis des arbitres envers les lanceurs. Comment on va les examiner, ces lanceurs-là? Dans quel contexte? Est-ce qu'il faudrait y avoir des indices? Est-ce que ça va se faire de façon aléatoire? Tu dis, bon, 2 fois par match, on va les inspecter. Écoute, honnêtement, j'ai zéro idée où on s'en va là, avec ces inspections-là. C'est ce qu'ils vont faire, Alain. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre de Ouais. façon aléatoire des balles, mais le problème, c'est que là, la balle est allée où, là? Est-ce qu'elle a été frappée? Est-ce que le joueur de troisième but l'a eu dans son gant pendant. Alors, comment tu vas pouvoir
prouver ou justifier que c'est une balle que le lanceur l'a pris, puis qu'il l'a lancé, puis il n'y avait rien dans la mythe du receveur. Tu comprends? Fait que je ne sais pas comment on va pouvoir s'en aller vers ça. Je trouve qu'il y a une perte d'énergie. Moi, peut-être que je mettrais mon énergie justement sur les nombreux joueurs blessés cette année. Ça tombe comme des mouches au combat. Peut-être qu'on pourrait peut-être mettre un peu plus d'énergie sur Ouais. les blessures que l'on voit, puis garder nos joueurs sur les terrains, là. Ouais. Bon, écoute, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire, là, tout ça, au cours bon, du 2 tiers qui reste de la saison. Le deuxième sujet, au cours de la dernière semaine, on a appris le décès de Mike Marshall, un ancien des Expos. C'est pas qu'il a joué si longtemps, mais il a été un très bon releveur, un lanceur et un homme hors norme. C'est un docteur en kinésiologie. Il a acquis ses compétences à la fin des années 70 alors qu'il lançait. Il est devenu un bon lanceur avec les Expos de Montréal au début des années 70. Tu regardes ses statistiques avec les Expos, puis même par la suite, tu te grattes la tête. Honnêtement, là, 90 quelques matchs avec les Expos en 73, t'es changé aux Dangers parce qu'il n'y a personne qui est capable de le sentir dans l'organisation des Expos. Avec les Dangers, gagne le Cy Young, mène l'équipe au championnat de la Ligue nationale jusqu'en série mondiale qu'on perd face aux Aces d'Oakland. Et dans cette saison-là, plus de 100 matchs en relève, 200 manches. Écoute, il n'y a pas un partant qui va peut-être lancer 200 manches cette année. Puis là, tu me dis qu'un gars qui lance 100 fois, que tu l'envoies à tous les jours pendant 2 semaines au monticule, puis le monsieur ne se plaint jamais qu'il y a des maux de bras. Écoute, c'est un être, bon, comme je te dis, il n'a pas été très longtemps avec la même équipe. Ça, c'est un point. Bob Bailey me disait, c'est pas un mauvais bougre, il faut faire des efforts pour l'apprécier. Il avait des idées il était très particulières. Lui, il ne comprenait pas le principe qu'au sein d'une même équipe, qu'un joueur pouvait gagner 20, 30 fois de plus qu'un coéquipier. Tu vois un peu, et en plus, il a été, lui, représentant des joueurs. Tout ça pour dire que au fil des ans, c'est mis pas mal de monde à dos, mais parce que tu regardes ce qu'il a fait, tu grattes la tête et tu te dis comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable d'avoir quelqu'un qui lance de la sorte. Est-ce qu'on a perdu des connaissances en cours de route? Marc, tu es dans le domaine du baseball, dans la formation des jeunes. Comment est-ce qu'on conjugue avec le bras des. Est-ce qu'on est encore au niveau où c'est des essais-erreurs, là? Alain, je pense que dans ce cas-ci, c'est malheureux comment je vais répondre à ça, mais je pense que c'est du cas par cas. C'est-à-dire que tout le monde a une physionomie différente. Tu regardes, écoute, 100 matchs, 200 manches. C'est impensable aujourd'hui de dire à un releveur, tu vas lancer pendant 100 matchs, tu vas avoir 100 présences au monticule pour un total de 200 manches lancées. Pourtant, il y en a qui seraient probablement en mesure de le faire. Il y en a qui, tu sais, je veux dire, tu regardes au fil des années, chaque décennie, par exemple, où tu as des joueurs remarquables. Bon, Greg Maddox n'a pas raté beaucoup de matchs dans sa carrière, là, tu sais, puis Mhm. oui, il ne lançait pas à des vitesses folles, mais il lançait des manches. Puis Nolan Ryan a lancé combien de manches euh, malgré évidemment la puissance de son bras. Euh, mais il y en a d'autres bras, la façon dont c'est fait. Est-ce que c'est vraiment au niveau mécanique? C'est ça des fois que je me pose. Est-ce que c'est vraiment un aspect mécanique? Je regarde Pedro Martinez avec son physique, où il générait évidemment, bon, on s'en rappellera trop bien, ben, qui n'était jamais sur la liste des blessés pour des problèmes de coude ou d'épaule. Est-ce que c'est parce que sa mécanique était parfaite? Est-ce que la façon dont son épaule ou son coude, est-ce qu'il y a quelque chose de. Tu sais, je pense que c'est éternellement, Alain, on va être toujours en mode étude avec les lanceurs. Et la question que tu as déjà posée il y a quelques temps, qui était pertinente, est-ce qu'on arrive au bout de ça? Est-ce qu'on arrive au bout là, que, OK, là, on a atteint là, des 105, 104, 105 000 à l'heure, puis est-ce que là, on a atteint le bout, puis est-ce qu'on a atteint le bout avec des gars qui lancent 96, 97, est-ce qu'on peut les faire lancer 200, 225 manches? Mais on ne sait même pas, on ne peut pas répondre encore à ça. C'est pour ça que je veux dire, on est en. C'est éternel cette affaire-là. On va accumuler de données année après année. J'avoue, ce qu'il a fait dans les années où il l'a fait, je trouve ça remarquable. Mais comme tu le dis souvent dans le cas de Marshall, il n'y a pas beaucoup d'anciens coéquipiers qui ont nécessairement des. Et là, je parle de la personne, là, qui ont des mots
bon, sympathique à son égard. Mhm. Alors, ça a peut-être joué contre lui. Mais si on revient vraiment au niveau de l'aspect lanceur, je pense qu'il faut réaliser que tout le monde est un peu différent, mais est-ce qu'on. Je pense qu'on peut même pas, honnêtement, répondre actuellement, Alain, en disant quelle est une mécanique parfaite du lanceur. Il y en a qui vont dire oui, bon, c'est telle affaire, on pousse avec les jambes, l'angle du bras, le coude, l'épaule. Mais est-ce que c'est véritablement ça? Parce que d'autres lanceurs qui n'ont pas cette motion parfaite-là ont raté très peu de matchs en carrière, puis ont lancé des 200 manches par année, puis bon. Alors, je pense que ça fait partie de la beauté, de l'aspect du lanceur, c'est que c'est mystérieux, chacun est un petit peu différent. Oui, on est dans une ère de baseball aujourd'hui où le partant, ça fait pas longtemps, Alain, que tu donnais la balle à un lanceur partant, une quinzaine d'années peut-être, tu dis, écoute, puis le partant dans sa tête, il s'en va lancer 9 manches, là. Il s'en va pas lancer 6 manches en donnant 3 points, puis il s'en va dans la douche. Il a Mhm. 9 manches, puis il était déçu s'il ne lançait pas 9 manches. Alors, on a changé un petit peu cette mentalité-là, mais ça reste que la mécanique, tout l'aspect, je vais même dire biomécanique de lancer, reste encore un mystère de fun pour tous ceux qui l'étudient. Ouais. Écoute, pour ceux qui sont intéressés, qui s'y connaissent un peu et qui nous regardent, qui nous écoutent, Mike Marshall a un site Internet dans lequel il élabore toutes ses théories sur l'art de lancer. Moi, j'ai été témoin de quelques-unes de ses présentations, 2 fois en fait, où, dans le cadre des congrès de Sabre qui s'étaient présentés. Lui, il était passionné par, ses connaissances. Je n'ai pas pour dire qu'il avait raison et si j'étais pas d'accord avec lui, ben, il vous envoyait promener, c'est pas plus compliqué que ça, dans le cas de Mike Marshall. Mais je pense que compte tenu de ce qu'il a accompli, je trouve ça juste dommage qu'on ne l'ait pas écouté davantage. Je dis pas qu'il a raison, c'est pas ça que je raconte. Je dis juste qu'il y avait peut-être des choses à dire. Puis Marc, je veux juste établir un parallèle avec un sport que je connais bien rapidement, que je connais un peu plus, qui est bon, qui est le tir au poignet. Tout le monde a tiré chez lui. Puis moi, quand j'ai vu sa présentation, Marc, j'ai fait un parallèle avec ce sport-là, dans le sens où lui, et peut-être les spécialistes en kinésiologie vont comprendre le terme pronation. Peut-être que tu l'as vécu aussi comme joueur de baseball, je ne sais pas si les lanceurs, mais qui est le geste qui fait en sorte que le coude va vers l'extérieur. Et ce que je peux te dire, c'est que dans le cas des hommes forts, quand ils tirent au poignet, ce geste-là, quand tu tires, est beaucoup moins taxant pour le coude que quand tu arrives comme le geste d'une balle courbe. Tu comprends? Donc, je me dis, il y avait peut-être quelque chose là de la part de Mike Marshall qu'on aurait dû apprendre. Moi c'est ça que je trouve dommage dans le leg que laisse Mike Marshall. Ben, et comme je te dis, Alain, je pense que ceux qui Oui, sont passionnés comme Mike Marshall ont essayé bien des choses. Est-ce que Marshall l'a amené à oui, un autre niveau en publiant justement oui, bon, ses trouvailles, mais ça reste que malheureusement, la personnalité de l'homme oui. a peut-être empêché le fait que qu'on aurait pu peut-être populariser une autre Ouais. manière de lancer et de faire. Bon, maintenant, on va passer à l'actualité de ce qui se passe sur le terrain. Et je veux qu'on s'attarde sur la section centrale de la Ligue nationale parce qu'il n'y a pas si longtemps, on se disait, bon, je plaide coupable, là. Quand je dis on, d'habitude, ça exclut la personne qui parle, mais je vais m'impliquer directement. Moi, je pensais que les Cards étaient partis puis qu'on ne les rejoindrait Ouais. pas, là. Et on se parle là, ce matin, là. Ils sont troisièmes dans la section centrale. Les Cubs et les Brewers de Milwaukee les ont dépassés. Les Brewers, par la force de leurs bras au monticule, menés par peut-être les deux des meilleurs lanceurs de la nationale présentement. En tout cas, un des meilleurs duos avec Burns et Woodruff. Puis les Cubs qui, ma foi, vont très, très bien. Ils ont bon, découvert un nouveau frappeur de puissance en Patrick Wisdom, qui en passant est un ancien des Cards, un ancien prospect des Cards de Saint-Louis. Mais je veux qu'on s'attarde un peu sur les Cards de Saint-Louis. Il n'y a rien qui laissait présager que cette équipe-là était pour descendre, compte tenu de la qualité de lanceur partant. Oui, puis que Arenado va très, très bien. Tu regardes Mhm. Arenado à l'attaque, donc tu as un aspect attaque. Et pourtant, malgré la qualité des lanceurs et la présence d'Arenado qui vient évidemment ajouter ce punch à Mhm. l'attaque-là, on a un différentiel de -18 en date Hi. d'aujourd'hui. Et là, un Jack Flaherty qui est absent, on ne sait pas combien de temps. Puis là, c'est l'autre débat, hein, parce que Jack Flaherty s'est blessé comment? En s'élançant au bâton. Alors, le fameux débat du frappeur de choix pour l'année prochaine, on a une autre preuve à ce niveau-là, que peut-être qu'on pourrait passer à autre chose. Mais tout ça pour dire que c'est surprenant. Euh,
C'est surprenant, oui, parce que, bon, je viens de parler du différentiel. C'est pas du tout comment les Cards sont bâtis. Habituellement, on donne pas beaucoup de points, on en marque suffisamment, on a un différentiel qui est raisonnable. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'on peut peut-être donner crédit à ce qui se passe chez les Cubs et les Brewers, Mhm, justement? Tu sais, des voir, tu sais, euh, oui, 2 matchs au-dessus de 500, parce que c'est l'affiche des Cards actuellement. Bon, c'est rien à écrire à sa mère, je comprends, mais on n'est pas mal pris non plus. Sauf qu'effectivement, depuis le mois de juin, on a une seule victoire. Là, tu vas me dire, on était encore en début juin, mais quand même, c'est une seule victoire. C'est quoi, 1-5, 1-6 qu'on a du mhm, côté des Cards? Tu peux pas, avec une division, avec autant d'équipes qui luttent pour une première place, tomber dans des longues mauvaises mhm. séquences dans le cas des Cards. Et là, le fait que Flaherty n'est pas là, ben, il va falloir que d'autres prennent un peu la pôle à ce niveau-là. Euh, alors, les matchs à l'intérieur de ta division deviennent doublement importants pour les Cards de Saint-Louis. On ne les éliminera pas tout de Mhm. suite, évidemment, mais Mhm. ça reste que c'est important de comprendre que dans cette division-là, ils ne seront pas seuls, loin de là. Chez les Cards, deux noms que je vais te mentionner. Paul Goldschmidt, ça va pas bien. Puis Exact. l'autre, il y a un absent, Edmundo Sosa, là, c'est bien beau, là, mais Paul de Young est absent depuis un petit bout de temps. Est-ce que ça commence à paraître? Ça paraît beaucoup, Alain. Tu regardes Bueno Bâton et MPP du champ droit et du joueur d'arrêt-court chez les Cards, c'est parmi les pires dans la nationale. Je parle évidemment. Donc la contribution à l'attaque du voltigeur de droite et du joueur d'arrêt-court, ça ne marche pas là, présentement. Alors là, oui, un gars comme De qui est un joueur établi, oui, il y avait des retraits sur des prises, mais il faut le dire, c'est un gars qui il peut claquer 40 doubles par saison, frapper au-dessus de 25 coups de circuit. Ça paraît dans une formation. Alors, lorsque tu as deux positions clés où tu as très peu de production offensive, et là, tu as un Goldschmidt, comme tu dis, qui n'est pas à la hauteur présentement, certainement un PP qui est bien en deçà, bien inférieur à ce Mhm. qu'il a fait en carrière. Alors, tu vois qu'un Arenado qui, lui, va très, très bien, mais qui n'est pas Mhm. capable de transporter, en fait, cette attaque-là à Ouais. lui seul. Alors, pour ça, par exemple, un peu comme les Mets, tu sais, on voit que Lindor, bon, c'est ressaisi drôlement bien, on gagne chez les Mets. Ce que je veux dire, c'est que Goldschmidt va revenir, tu sais, ça va revenir tout ça. C'est juste, est-ce que tu es en train de te creuser un petit trou ou t'éloigner peut-être Mhm. des équipes de tête, et là, tu joues du baseball de rattrapage, c'est ce que tu veux éviter dans le cas des Cards. Bon, je veux qu'on aille dans l'américaine maintenant, dans la section ouest. Oakland et Houston, je pense qu'on est en train de s'éloigner du reste. Seattle joue pour 500, mais je ne sais pas si tu as vu le différentiel. Là. Je ne suis pas convaincu que ça va durer là, dans le cas des Mariners de Seattle. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois des Astros de Houston. Là, tu as des partants qui étaient blessés qui vont revenir. On va voir Verlander probablement cette année. Framber Ouais. Valdez revient, un lanceur de qualité. Là, on vient de découvrir Luis Garcia. Marc, tu as beaucoup aimé ce que tu as vu de lui. Impressionnant, oui. Ouais. Bon, Christian Javier lance bien. On a Zach Greinke. Là, on commence à avoir de la profondeur dans à peu près toutes les positions. Moi, en tout cas, moi, je ne vois pas comment les. Bon, c'était ça avec les Cards de Saint-Louis, là. J'avais choisi les Astros pour finir premier. Je trouve que c'est une des très, très bonnes équipes de la Ligue américaine. Et là, je fais pas juste dans l'Ouest, là, je regarde, je fais le tour, là. Et ça, Ben, en fait, tu as c'est. raison. Tu as raison, Alain. Je vais juste te dire, ils sont premiers pour la moyenne au bâton, le MPP également, donc la moyenne de présence et de puissance. Premier pour les coups sûrs, premier pour les points Mhm. produits. Là, on commence à couvrir pas mal les aspects Ouais, offensifs, évidemment. Et là, tu retournes de l'autre côté, ils ont la quatrième meilleure moyenne de points mérités de la Ligue américaine. Deuxième dans les départs de qualité. C'est que là, tu es aux deux extrêmes. Là. Tu as des départs de qualité et tu mènes la ouais, Ligue pour les points. Ça vous fait un différentiel de plus 69. Oui, c'est une des bonnes équipes de tout le baseball majeur actuellement. Les Rays, les Rays évidemment, dans l'Est, je parle en termes de qualité, là, ouais, sont là, mais les Astros sont dangereux, sont extrêmement dangereux. Euh, Honnêtement, je pensais qu'avec l'arrivée des spectateurs, parce qu'ils reçoivent leur part de huée, ça ne semble pas ouais, trop les intimider jusqu'à maintenant, compte tenu de ce que l'on voit. Les A's ont passé, par contre, au positif dans le différentiel. Alain, on a ouais. éliminé ce qu'on a traîné dans la première semaine où ça a été extrêmement difficile. Je pense vraiment, moi, que ça va être une lutte à deux équipes. Tu as Ouais. parlé des Mariners, là, je pense que ça va devenir plus difficile.
Mais ça va être une lutte à deux équipes. Les A's, c'est pas une équipe qui abandonne drôlement, mais les Astros sont Mmh. en train de lancer tout un message à tout le monde. Parce que c'est tout ou rien avec. En début de saison, les experts mettaient, bon, soit les Astros premier, parce que tu regardes la formation, c'est impressionnant, ou deuxième, compte tenu du fait que, évidemment, bon, c'est le retour des spectateurs. Moi, je pense que les gens n'ont pas oublié. Est-ce que les huées vont affecter les joueurs, tout ça? Ça ne semble pas être le cas. Et la grande déception, évidemment, dans cette division-là, ben, ce sont les Angels, même si Mike Trout n'est pas là actuellement. Et c'était un petit peu inquiétant dans le cas de Trout parce qu'il semble que ça ne Ouais. va pas aussi rapidement qu'anticiper cette guérison. Alors, on espère que Mike Trout, mais tu sais, on parle déjà que ça va être après le match des étoiles, alors tu imagines? Ouais, les Angels, ça va tellement mal que le race lanceur a récolté sa première victoire au mois de juin, Dylan Bundy. Je pense que c'est un bon indicateur. Euh, je m'ex- Je m'excuse, mais le race lanceur, c'est Shohei Ohtani. Juste Ouais, ouais, si tu pouvais mettre prendre au clair la situation. effectivement, on pourrait avoir ce débat-là. Un petit mot sur les Yankees de New York et bon, la section ouest, on pourrait répéter ce qu'on a dit au cours des dernières semaines, Marc, mais toi, tu voulais ajouter quelque chose. J'ai l'impression que ton degré d'inquiétude, là, tu sais, si le thermomètre est en train de monter, là, est en train de Ben, suivre un peu ce qu'on vit au Québec, là, avec la canicule, là. écoute, Alain, les Yankees sont bâtis pour frapper avec puissance. On va se le dire. Tout le monde, la plupart les avait mis au premier rang parce que ce sont les Yankees. Et là, ça ne marche pas. La moyenne de puissance, 13e sur les 15 équipes dans la Ligue américaine. Bon, tu dis, OK, on frappe avec moins de puissance, peut-être qu'on va réussir à marquer des points autrement. Ben, on est 14e pour les points marqués dans la Ligue américaine. OK, on ne marque pas beaucoup de points. Est-ce qu'on en génère? Est-ce qu'on crée des opportunités? On a 28 coureurs retirés sur les sentiers. C'est la pire équipe de loin de tout le baseball majeur. Puis là, je ne parle même pas des buts volés où on est bon dernier là-dedans. Moi, ce qui m'inquiète chez les Yankees, c'est qu'on n'est pas athlétique du tout, Alain. Là, on est bâti pour. Bon, évidemment, là, il y a quelques joueurs blessés, mais je regarde les Mets, il n'y a pas une équipe qui devrait avoir comme excuse qu'on a des joueurs blessés. Même si Aaron Hicks amenait un peu d'énergie Ouais, parfois avec ça, il ouais. n'est pas là. Mais si tu ne frappes pas, comment tu génères de points actuellement du côté? Si je parle, tu ne frappes pas avec puissance, on ne génère pas de points. C'est pas la pire équipe, les retraits sur des prises. C'est une des bonnes équipes pour soutirer des buts sur balle. On fait des choses correctes aussi chez les Yankees. Mais on ne marque pas de points parce qu'on se fait prendre sur les sentiers. Donc, la course sur les buts est affreuse. Et lorsque la puissance ne fonctionne pas, parce qu'au monticule, ça va relativement bien Ouais. au monticule chez les Yankees de New York. Mmh. Mais le fait qu'on ne frappe pas, ben là, on se retrouve quatrième dans la division. Imaginez dans la division Est présentement dans la Ligue américaine. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, c'est ça. Je trouve qu'on n'est pas très athlétique. Stanton est souvent blessé. Lorsqu'il n'est pas blessé, ça prend du temps avant de reprendre son rythme lorsqu'il revient de la liste des blessés. Judge ne peut pas faire tout seul. Brett Garner, on a vu que le temps, à un moment donné, commence à faire effet. Euh, je ne sais pas. Gleyber Torres, je ne suis vraiment pas convaincu à l'arrêt-court, même s'il va très bien en attaque. DJ Lemayeux, il est humain. À un moment donné, il ne peut pas frapper comme il l'a fait au cours des 2 dernières années. Et là, soudainement, je cherche un peu. Je ne sais pas. Les Yankees vont être dans la course. Je ne suis pas en train de les éliminer. Je veux juste dire qu'il y a peut-être un constat assez clair. Puis rappelle-toi, on s'en est parlé en 2019, puis même en 2020 un peu, on a sauvé la face avec des Luke Voigt puis des Urshela qu'on amenait comme Ouais. réservistes qui sont devenus des joueurs étoiles. On est peut-être. Il y a un constat à faire là, chez les Yankees présentement, c'est que c'est pas facile lorsque nos gros cogneurs ne frappent pas avec puissance, puis on est bâti vraiment autour de ça. J'ai mentionné à quelques reprises, et ça c'est depuis 2 ans, l'absence d'un frappeur gaucher de puissance chez les Yankees de New York. Lorsqu'on a eu du succès, on en a toujours eu un, deux, peut-être même trois, d'aussi loin que je me rappelle. Puis là, on peut partir de Babe Ruth, là, c'est les premières années de succès des Yankees de New York. Il y a eu l'expérience Jay Bruce. Bruce lui-même s'est rendu compte que son bâton, bon, était plus capable de répondre aux exigences du baseball majeur. Ça arrive à tout le monde. Mais moi, je pense que cruellement, il manque cette présence d'un frappeur gaucher. Tu regardes l'aliment, même si Voigt revient, tu sais, c'est un autre droitier, un autre dans le même moule que Sanchez, que Judge, que Stanton.
et qui, en fait, le constat que tu as fait qu'on manque de qualité athlétique peut-être, c'est ça qui fait mal. Puis le fait, bon, tu amènes un bon droitier au monticule, c'est peut-être plus vulnérable. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que, et tu regardes présentement leur fiche à l'intérieur de la division, les Rays ont une fiche avantageuse, les Blue Jays ont une fiche avantageuse, les Red Sox viennent de balayer les Yankees au Yankee Stadium. Donc, on a trouvé aussi des failles. Il faut aussi donner crédit un peu à l'adversaire qui semble être mieux préparé face aux Yankees. Je ne vous dis pas que le poste d'Aaron Boone est en jeu. Je vous dis juste que on ne pourra pas laisser traîner ça trop longtemps. Il va falloir que les gars se réveillent un petit peu plus. Il va falloir que Stanton produise davantage. Le seul, là, j'aime ce que Torres fait à l'attaque actuellement, même si son Oui, jeu en défense est un peu so-so. C'est Aaron Judge qui est le plus constant depuis le début de la saison. Mais encore une fois, on a parlé d'Arenado tout à l'heure. Il ne peut pas faire tout seul chez les Cards. C'est le même constat avec les Yankees, alors que Judge ne peut pas faire tout seul sur une formation où tu as 9 frappeurs. Alors, oui. il faut trouver le moyen. Mais tu sais, Alain, tu cours pas bien sur les buts, tu ne ferais pas avec puissance. Écoute, c'est pas normal là, que tu regardes statistiquement là, dans la Ligue américaine, tu vois toujours les Yankees avec associés aux Mariners, aux Orioles de Baltimore, puis ces équipes-là en attaque. Ça fait juste pas de sens. Là. Oui, effectivement. Et même en tenant compte du fait du fait bon, qu'il y a moins d'attaques. Tu l'as mentionné, quand on regarde les 15 équipes, tu vas voir les Yankees dans le dernier tiers, là, avec les équipes que tu as nommées, là, disons qu'il y a des partisans des Yankees qui ont le droit d'être peut-être un peu inquiets. Euh, Marc, pour les jeunes dans le baseball majeur qui arrivent avec de grosses attentes, souvent, bon, ça dépend du caractère et tout ça. Il y en a pour qui ça réussit très bien. Bryce Harper, bon, ça s'est quand même déroulé sans trop de heurts. Là, je vais te nommer 4 noms qui ont été retranchés. Et là, je te parle au cours je te dirais, des 48 dernières heures. Jared Kelenic, Scott Kingery, il était sur la liste des blessés. On l'a retourné, on l'a pas juste retourné, on l'a retiré de la liste des 40 joueurs des Phillies de Philadelphie. Keston Iora et Jacob Junis des Royals de Kansas City. Euh, Écoute, je ne sais pas si tu as un commentaire global à faire par rapport à ces 4 joueurs-là qui ont été retranchés. Mais tout ça pour dire que d'arriver avec des attentes et des comparaisons avec des joueurs établis vedettes, c'est pas de garantie que ça va réussir. Euh, les 4 joueurs que tu as mentionnés, là, quel aspect qu'on peut comparer, là? Quel aspect qui est à peu près identique, c'est qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps dans les rangs mineurs. Euh, et ça, c'est le jeu dangereux actuellement. Je sais que les programmes des collèges américains sont meilleurs, les athlètes sont meilleurs. On arrive, lorsqu'on est repêché, euh, plus près du baseball majeur. Donc, on n'a pas à traîner nos 3 ou 4 ans qu'on devait faire à une certaine époque, absolument. Là. Euh, mais est où la ligne, Alain? On la trace où la ligne de dire, parce que, bon, moi, c'était une autre époque, mais l'époque, pendant plusieurs années ou même des décennies, on entendait, ça te prend 1000 manches lancées ou ça te prend 1000 présences au bâton. Là, après ça, tu peux dire que tu es équipé pour avoir l'appel. Là, c'est pas le cas. Là. Il y a des gars qui montent, là, puis on n'est même pas proche de ces chiffres-là. Alors, oui, il y a l'aspect mental, c'est-à-dire est-ce que le joueur est prêt à subir la pression d'eux? Absolument. On a parlé tantôt des cas par cas à bien des égards sur les lanceurs qui lancent bien des manches. C'est la même chose aussi, mais est-ce qu'il y a un minimum à respecter pour aller chercher cette expérience-là du baseball professionnel? Moi, j'ai tendance à dire oui. Je sais que c'est pas sexy là, pour un joueur qui sort, un joueur qui peut jouer au football, puis il peut jouer au Mhm. basket, puis il peut jouer au baseball, puis tu lui dis, écoute, tu vas aller traîner 2 ans et demi dans les mineurs. Je sais que c'est pas ça qui est vendeur, là, mais il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. Il y a des talents exceptionnels. Tu sais, as parlé de Harper, on peut parler de Mike Trout, on peut parler d'Acuna Junior, on peut parler bon, des Fernando Tatis. Mais je veux dire, il n'y en a pas une tonne de ces gars-là. Là, alors, est-ce que Kellenic, de toute évidence, beaucoup de retraits sur des prises au point où la confiance, là, retourner dans les rangs mineurs, ça prend toute une force de caractère. Je veux dire, OK, là, il faut que je refrappe, il faut que je me remette à frapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te questionnes, puis est-ce que ça va marcher la prochaine fois? Tu sais, c'est un jeu dangereux de faire un va-et-vient avec des jeunes joueurs comme ça. Tu sais, tu parles de Kingery. On lui a donné un gros contrat avant même qu'il y ait une première présence dans le baseball majeur.
c'est de mettre un peu de pression sur les joueurs. Puis tu sais, moi, ça m'a inquiété chez les Blue Jays de Toronto lorsqu'on avait amené Vladimir Guerrero en sauveur. Et rappelle-toi, à l'époque que j'avais, c'est ben, si vous amenez Guerrero, gardez au moins Edwin Encarnacion, puis asseyez-le à côté, puis Encarnacion va lui montrer un peu comment ça marche, avec les bons et les moins bons côtés d'être dans le baseball majeur. Et là, on s'était débarrassé d'Edwin Encarnacion. Ça m'a un peu inquiété. Là, Vladimir a tellement de talent que tu as l'impression que, puis je pense que mentalement, il est assez solide. Il a passé au travers. Mais il y en a beaucoup, Alain, qui ne passeraient pas au travers d'une telle situation. Euh, c'est pas évident, c'est pas une science exacte, c'est comme le repêchage, c'est comme n'importe quoi, c'est pas une science exacte de dire c'est quand le bon moment. Mais ça reste que le constat se fait quand même assez rapidement dans le cas de Kelenic, qui est un exemple. Les Mariners qui ont fait beaucoup de flafla là, parce qu'on le rappelait, puis écoutez, là, on s'en vient avec l'équipe de l'avenir. Et rappelez-vous la décision des Mariners aussi de ne pas le rappeler avant, bon, pour les années d'ancienneté. Il faut faire attention. Puis encore une fois, il n'y a pas une science exacte. Le joueur va toujours te dire qu'il est prêt. Tu sais, je veux dire, moi, là, tu me dis, j'étais avec les Harrisburg et les Expos te rappellent. Peut-être qu'intérieurement, je ne suis pas prêt, je sais qu'il m'en manque un peu, mais je vais dire à tout le monde que je suis prêt. Alors, c'est ça qui devient un jeu qui n'est pas facile pour les organisations. Et le danger, c'est pas d'en perdre dans tout ça, dans ces décisions-là, de perdre, parce que tu perds ta confiance, Alain, ou tu perds cette flamme là, qui te permet justement d'être un joueur étoile, c'est dur d'aller trouver ça. Là. Écoute, juste pour la forme, Kellenic, bon, à son deuxième match, avait épaté tout le monde, mais en ce moment, là, je sais qu'on porte moins attention à la moyenne au bâton, mais quand le premier chiffre, c'est un zéro, là, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Là. C'est là où il est rendu, Kellenic. Donc, je pense qu'il est à peu près temps là, qu'on le mette dans les mineurs. Kingery, blessé. Euh, moi, écoute, retiré de la liste des 40 joueurs, là, c'est une méchante débarque. Yora, ça fait 2 fois qu'on le descend dans les ligues mineures. Il y a un coup de circuit cette année, un seul avec les Brewers. Et ce que tu mentionnais tantôt, ben lui, ça fait 2 fois qu'il fait la navette. Quant à Jonas, ben, les Royals ont plusieurs jeunes lanceurs. Euh, bon, c'était pas tout à fait établi. Singer et Keller sont ceux sur lesquels on va se fier éventuellement. Sauf que Jonas a un bon bras, n'était plus partant. Bref, dans les quatre, c'est le moins sexy. Là. C'est aussi le seul qui est un lanceur. Mais tu regardes les 3 autres, là, puis tu te dis, oups. Et surtout dans le cas de Yura, je trouve que c'est une débarque solide après ce qu'il avait montré l'année passée. Ben, surtout qu'on l'avait inséré à peu près au troisième rang du rôle offensif. Ouais, Je veux dire, on comptait vraiment sur lui. Tu regardes les Brewers, on a beaucoup d'ennuis à marquer des points. On est ouais, là en raison de la qualité des lanceurs. Alors, mais encore une fois, c'est très difficile, Alain, parce que, tu sais, dans le baseball majeur, on est là pour gagner. Normalement, le développement, il se fait ouais. avant. Oui, le gars, faut qu'il prenne l'expérience, on le sait, mais il faut. euh, mais il faut penser aux joueurs là-dedans. Puis c'est pour ça que le développement, tu sais, des fois, oui, on va rappeler un gars parce qu'on a vraiment besoin, mais est-ce que c'est bon pour ce jeune-là d'aller être le sauveur? C'est ça la question parfois qu'il Mhm. faut se poser. Puis je sais que c'est tentant, puis la pression de l'organisation, la pression des partisans, la pression de la planète baseball, hein, on veut le voir, on veut le voir. Mais je pense que parfois, la patience nous amène peut-être à une meilleure place. Ouais. Bon, dernier sujet, brièvement, c'est le tournoi bon, de qualification olympique qui a eu lieu la semaine dernière en Floride. Et je pense que ça va faire l'affaire des Japonais. Les Américains ils ont réussi à se qualifier. Il n'y avait pas un mauvais club. Il y avait quelques pros, dont quelques-uns qui avaient joué dans le baseball majeur. D'ailleurs, Todd Fraser s'est payé la traite au cours de ce tournoi-là. Il était en grande partie responsable de cette qualification olympique. Donc, les Japonais verront les Américains. C'est ce qu'ils voulaient. Le Canada, je pense, a fait ce qu'il a pu. Tu regardes les 2 autres équipes qui ont fini 2 et 3. Fallait bon, juste un rappel. L'équipe qui gagnait le tournoi s'en va aux Olympiques. Les équipes qui terminaient 2 et 3 auront une dernière chance. Et l'équipe qui finissait quatrième, malheureusement, c'est terminé. Et c'était le cas du Canada. Les équipes qui terminent 2 et 3, Venezuela de République dominicaine. Je veux dire, tu te ramasses avec des bonnes puissances de baseball là, dans le monde. Là. Ben, écoute, c'était effectivement un énorme défi, mais honnêtement, Ouais. plus le match avançait contre la République dominicaine, plus on y croyait chez les joueurs Mhm. de l'équipe canadienne. Un match très, très serré, chaudement disputé, mais tu regardes,
sais, la formation de l'équipe canadienne, c'était pas évident non plus. Là, tu sais, Ouais, évidemment, si on avait pu prendre quelques joueurs des ligues majeures, vous comprendrez que ça aurait été différent. Tu sais, si on avait eu un Philippe Aumont, même un Russell Martin à la limite. Mais bon, écoute, on a manqué de jeu à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que le baseball au Canada ne va pas bien. Bien au ouais, contraire, il y a de plus en plus de joueurs québécois et canadiens dans les divisions 1 présentement, dans les collèges américains, même division 2, des gars qui vont pardon, très, très bien. Alors, il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes aussi intéressants qu'on a appris à connaître un peu avec l'équipe canadienne. On s'en va dans la bonne direction, mais il ne faut pas se le cacher. On n'est pas encore dans les puissances, dans les pays là, ouais. qui produisent des joueurs à ce niveau-là. C'est malheureux parce que le baseball redevient un sport olympique. On aurait aimé que le Canada y participe, mais il y a seulement, rappelons-le, 8 pays qui Ouais. vont jouer le tournoi aux Olympiques. C'est très, très peu. Parce que lorsque tu es dans le top 10, 12 des pays, ça donne une belle chance. Mais là, avec 8 pays, c'était tout un défi pour le Canada. Là. Oui, donc un dernier tournoi de qualification olympique. Les principaux pays, bien évidemment, Venezuela, République dominicaine, Taïwan, je pense que ce seront les trois principales formations. Les Pays-Bas seront là, probablement représentés par des anciens pros. Il y avait une couple de surprises dans les qualifications. Le Mexique, qui avait emporté in extremis contre les Américains. Le Mexique est déjà qualifié, de même qu'Israël. Ça aussi, c'était une surprise, mais là aussi, on a emprunté des joueurs américains d'origine juive. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a construit l'équipe. Mais toujours est-il que, juste vous rappeler que moi et Marc, on sera là pour vous décrire les matchs de ce tournoi olympique qui devrait être assez relevé, compte tenu qu'il y aura plusieurs professionnels qui feront partie de ce tournoi-là à la fin juillet et au début du mois d'août. Ça termine ce balado. Juste vous souligner qu'il y a 2 matchs cette semaine qu'on vous présente, soit mercredi et jeudi. Et mercredi, on verra les Red Sox de Boston contre les Astros de Houston. Je pense, Marc, qu'on peut dire que c'est deux des meilleures équipes de la Ligue américaine en ce moment, sans nombre d'un doute. Et Oui, le absolument. lendemain, le lendemain, ben, on verra. Oui, jeudi, on a un match. Les Giants de San Francisco contre les Nationals de Washington. Ça nous permettra de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe avec cette équipe qui est un peu mystérieuse à nos yeux, les Giants. Une équipe qui est bien dirigée visiblement par Gabe Kapler. Bref, on aura l'occasion d'élaborer sur l'équipe surprenante de la Ligue nationale cette saison, non seulement dans la section Ouest, mais dans toute la Ligue nationale. Voilà ce qui complète ce balado. On se retrouve la semaine prochaine. Marc et moi, on vous donne rendez-vous mercredi et jeudi. Merci tout le monde. Bye bye.